Aujourd'hui, je vais vous parler de Selfie, un livre d'Aloysius Chabosso, un écrivain que j'ai déjà chroniqué sur cette chaîne. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre la couverture, ce n'est pas un roman feel-good, c'est pas une comédie non plus. Alors ici, le fond de la couverture est noir, il existe une version en bleu. C'est plutôt ce que je pourrais appeler une farce macabre, mais je vous en dis plus dans quelques secondes. Si jamais vous suivez un petit peu cette chaîne, vous m'avez vu chroniquer le livre d'Aloysius Chabosso, L'Aquabonisme. C'est un livre dans lequel il y avait pas mal d'humour, mais en même temps un ton doux, amer, un peu cynique, pas mal de critiques sur la société, le monde du travail, et un peu tous les éléments qui font la vie finalement, un portrait comme ça. Bon, je vous laisse regarder, un portrait en mosaïque comme ça, avec différents textes qui forment des tout petits chapitres. J'étais très curieux de découvrir un autre livre personnel d'Aloysius Chabosso, puisque en fait lui il a écrit pas mal justement de romans feel-good, d'où la petite introduction que je viens de vous faire. Il a fait des livres plutôt du coup humoristiques. Ici avec ce livre Selfie, je savais, parce qu'en plus il me l'a dit entre-temps, j'ai eu un petit échange avec lui, je savais que c'était encore un livre personnel de sa part. Évidemment, et on met de soi dans tous ses romans. Je veux dire, ces feel-good sont tout aussi personnels d'une autre façon. Mais ici, c'est vraiment une création qu'il a conçue pour refléter sa pensée, sa façon de faire, et sans forcément s'inscrire dans les codes d'un genre. Et effectivement, j'ai mis un peu de temps à voir exactement où il voulait en venir et ce qu'était vraiment ce livre. Donc j'ai fini par appeler ça une farce macabre. Je vais vous expliquer ça. Bon, je vais commencer par le pitch, mais en fait, je vais vous dérouler un petit peu l'histoire. Tout simplement, c'est un homme qui est en vacances, un homme qui s'appelle Marc, qui est en vacances avec sa femme Sylvie et un couple d'amis. Elle prend un selfie au bord d'un piton rocheux, et puis en prenant ce selfie, elle dégringole, et elle meurt. Elle meurt en vacances. Les vacances sont terminées de façon très abrupte, tout le monde rentre chez lui. Et il n'a plus qu'à organiser l'enterrement de sa femme et compagnie. Alors très vite, on comprend que l'anecdote ridicule n'est pas le prétexte pour faire une pure comédie, et de toute façon ça aurait été assez malaisant, comme on dit aujourd'hui, ça aurait été assez embarrassant, puisque difficile de faire une pure comédie sur ce genre de base. C'est quand même une tragédie, même si c'est une tragédie ridicule. Et en fait, ce que va faire Aloysius Chabosso, c'est qu'à partir de cette tragédie ridicule, en fait, il va mettre en avant d'une certaine façon la vacuité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est fait de surconsommation, donc surconsommation de produits culturels entre guillemets, de produits tout court, de confort, de luxe inutiles d'ailleurs, mais aussi surconsommation d'individus, surconsommation des autres à travers le sexe. Et en fait, la consommation est vraiment le prisme à travers lequel tout est vu, c'est-à-dire les solutions aux problèmes passent par la consommation. Tu iras peut-être mieux en allant au cinéma, en faisant ci, en faisant ça, en payant des médicaments. Et en même temps, la consommation est vue comme un but dans l'existence, puisque en fait, il fait partie de cette société privilégiée qui a réussi tout simplement. Lui, il a réussi dans le monde de l'informatique, il s'occupe de l'interface d'un site qui s'appelle Soldissimo, dans laquelle il gagne énormément d'argent. Ça lui a permis d'acheter une superbe maison, etc. Et ça lui a même permis en fait de rencontrer sa femme, justement Sylvie. Alors je ne sais plus très bien les circonstances, mais il me semble qu'elle était secrétaire, et que voilà, elle est secrétaire en prélude à un entretien d'embauche, elle triait les candidats, quelque chose de ce genre-là. Ça lui a permis de rencontrer cette femme qui est au-dessus de ses moyens, entre guillemets, si vous voulez, puisque lui, en fait, il parle à ce moment-là quasiment pas à des femmes, c'est quelqu'un de très sérieux, il veut réussir sa vie. Et il réussit dans l'informatique à un moment où tout le monde s'en méfie un petit peu, donc c'est un petit peu le jackpot pour lui. Et il mène cette vie avec cette femme qui protège, qui est vraiment le centre de son existence, et qui, en fait, on le comprend, et il le comprend à la mort de cette femme, est un rempart et en même temps une espèce d'œillère en fait qui lui empêche de percevoir toute cette superficialité. Puisque ce qui se passe au début de l'histoire, c'est très particulier. Il y a une première partie dans laquelle il ouvre des tiroirs dans sa tête comme ça. Alors il déconstruit un petit peu à la fois, non pas leur relation, mais leur entourage, leur vie en fait, telle qu'elle se faisait quotidiennement.
Et ils vivent dans un clos qu'ils appellent le clos des philosophes, une espèce de banlieue de riches, où il y a vraiment un fort entre-soi et beaucoup de médisance. Et puis donc, on comprend qu'en fait, sa femme, elle arrive à nager plus ou moins comme un poisson là-dedans, et que lui, il nage plutôt comme un homme grenouille, comme le Chabosso le dit lui-même, puisqu'en fait, il apprend à se mouvoir dans cet environnement, parce qu'il sait que ça fait un peu plaisir à sa femme, voilà. C'est le côté léger de sa femme qui, entre guillemets, n'aime pas se prendre la tête, qui a un petit peu ce goût du luxe, mais bon, voilà, elle n'est pas non plus sotte. On comprend qu'il y a quand même eu un amour, une histoire d'amour entre elles, qu'elle était le centre de son monde. Et ce qui est un peu marrant pour moi, c'est que je viens de lire le livre Haute Fidélité de Nick Hornby, et de la même façon, il y a cette femme qui joue un rôle pivot dans son existence, et en tant que lecteur, on ne la voit jamais, quoi. On la voit jamais, puisque l'une l'a quittée, et ici, elle est morte. Mais donc, le nœud de cette histoire, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est très simple. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un enjeu dans ce livre, et qu'est-ce qui fait qu'il y a un cauchemar pour le personnage principal? C'est que la police, évidemment, remet les effets de sa femme dans des petits sacs en plastique, dont son GSM, son téléphone. Et donc, il touche pas son téléphone dans un premier temps. C'était pas le mari qui fouillait dans les affaires de sa femme. Mais il s'aperçoit que... enfin, il repère le nom d'une amie qu'il avait jamais vue, Jeannette. Sauf que cette Jeannette, bon, apparemment, elle a une puisqu'elle lui a envoyé une dick pic. Et elle, en réponse, elle lui a envoyé une photo d'elle, justement, juste avant de tomber vers sa mort, puisqu'elle a pris un selfie avec un air de minauderie, quoi, juste avant de tomber dans ce ravin. Alors, du coup, vous avez compris, toute cette coquille, tout cet univers qu'il avait construit autour de cette femme, tout s'écroule, toutes ses certitudes s'écroulent. Et donc la première partie du roman, c'est vraiment un démontage en règle de toutes les illusions qu'avait ce personnage sur son milieu, et en même temps une enquête, on va dire, mentale, pour se demander, mais qui, parmi notre entourage, a bien pu envoyer cette photo, qui a bien pu entretenir avec une relation avec elle, depuis quand? Parce que ça, il ne le sait pas, parce que sa femme effaçait les messages au fur et à mesure. En tout cas, c'est ce qu'il présume, et bon, on peut supposer qu'il ait raison, puisque personne n'envoie directement une photo comme ça, sans préavis, et pour recevoir une réponse dans la foulée. Moi, cette première partie, elle m'a un peu fait penser à un épisode de Striptease, pas en tant que tel, mais à cause de la façon dont le lecteur se transforme un peu en voyeur, si vous voulez. On le voit détricoter, le personnage, toute cette société, tous ces faux semblants. C'est vraiment une pierre lancée contre une vitrine de faux semblants, en fait, qui éclate au fur et à mesure. Il perd ses amis, etc. Enfin, il leur reproche à toutes ces personnes vraiment leur profonde inauthenticité. Lui, il rêverait d'une vie dans laquelle il y ait des relations conviviales mais naturellement chaleureuses, et aussi un rapport de vérité par rapport aux choses, que ce soit les choses politiques, parce qu'à un moment, par exemple, il reproche les paradoxes et même les contradictions de son boss, de son N+1, qui s'appelle, je ne sais plus son nom, peu importe, qui est vraiment à gauche toute politiquement, mais qui, bon, dans la pratique, ne donne que dans le symbole, quoi. Il se paye de mots, il se paye de symboles, on pourrait dire, pour justifier son engagement. C'est vraiment le gauchiste, quoi. Et lui, il comprend pas, puisque il fait preuve de pragmatisme politique, donc le personnage principal, Marc, puisque pour lui, il faudrait voter simplement en fonction de ses intérêts, donc c'est-à-dire à droite toute. Donc il aime pas du tout ces faux semblants, il aime pas ce manque de rapport de vérité aux choses. Il faut savoir que la femme de ce personnage, qui est son boss, on va dire, en fait c'est le numéro 2 de la boîte, lui étant le numéro 3. La femme de ce personnage-là, elle a tout à coup tout arrêté pour devenir artiste. Elle a pu se permettre de vivre la bohème en vivant des économies de son mari, quoi. Enfin, vous voyez un peu le genre de personne. En fait, elle a aucun talent. Mais bon, on peut pas trop le dire, il faut un peu faire semblant, et puis elle a des relations, et puis même si le public n'accroche pas, bon, vous savez, si on crée un site, on pourrait peut-être vendre ses œuvres d'art sur le net, il y aurait un public lettré et instruit qui pourrait y accéder, puis vous voyez, l'argent public, on crée quand même des musées, on crée des événements qui font que, voilà, avec les relations des uns et des autres, on peut quand même exister en tant qu'artiste sans avoir de public, quoi. C'est ce monde-là qu'il déteste, et quand il réalise à quel point
tout ça s'effondre à la mort de sa femme. Mais tout simplement, il se dit que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue en réalité. Alors on va dire qu'il sombre dans une espèce de marginalité. Finalement, il décide d'aller à l'épicier du coin tout le temps pour éviter les grands centres commerciaux, puisqu'il sait que pour les amis entre guillemets du hameau et leur petit barbecue entre soi, il sait que ces gens-là, il n'est pas censé les croiser là-bas et tout ça, il évite tout le monde. La seule visite qu'il reçoit encore, c'est celle de Paul, un gynécologue à la retraite que les autres n'aiment pas trop parce qu'il est égocentrique. Il parle toujours de soi et de son passé plus ou moins idéalisé, de façon un peu mégalo. Et donc c'est un peu son seul contact social. Il y a ça et son chien. Son chien, c'est un gros bulldog que la 4e de couverture qualifie d'ersatz d'enfant qu'il a pu avoir avec sa femme. Alors c'est une formule très drôle mais très cruelle, puisqu'en fait ça a été une souffrance dans leur couple aussi. Donc il y a un peu ces deux différences. Avec sa femme, c'est son côté superficiel et il y a pas cette différence ensuite, mais ce caillou enfin, c'est un peu léger d'appeler ça un caillou dans leurs chaussures, mais voilà, cette douleur, cette souffrance de jamais avoir pu avoir d'enfant en fait. Vous devez vous dire, il n'y a pas forcément beaucoup de motifs de réjouissance dans ce livre, et effectivement, c'est un livre très désespéré sur le fond, presque jusqu'au bout, même si la fin est touchante, mais évidemment, je ne vais pas vous la spoiler, de toute façon, j'en parle un peu après. Mais en tout cas, il reste quand même des points communs déjà avec l'aquabonisme, d'une part, comme je l'ai dit. On retrouve cet humour qui n'est pas de l'humour absurde, mais un humour qui joue avec l'absurde des situations dans la vie sociale et leur vacuité. Encore une fois, j'y reviens. En fait, on a l'impression que les différents éléments qu'il y avait dans l'aquabonisme et qui formaient le portrait du personnage ont ici été en quelque sorte synthétisés. Donc il y a toujours la vie au bureau et ses désagréments et ses moments loufoques. Il y a toujours les différents moments de la vie, en fait. Je ne vais pas détailler. Sauf qu'ici, on a l'impression que ça forme un tout cohérent, mais la trajectoire vers le désespoir est plus évidente, on va dire. En l'occurrence, la spécificité de Selfie par rapport à l'aquabonisme, et sans vouloir toujours comparer, puisque de toute façon, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, c'est vraiment deux projets différents. Mais la spécificité, et ce qui m'a vraiment impressionné sur un plan littéraire, c'est le côté très immersif du livre. On a vraiment l'impression, et j'ai eu cette impression très longtemps en réalité, qu'on racontait l'histoire d'une personne qui a réellement existé, pour ne pas dire l'auteur lui-même, puisqu'en plus, le personnage à la fin déclare un autre personnage, le personnage principal, Marc, dit qu'il s'appelle Marc Bordas. Or, l'aquabonisme est signé Pascal Bordas. Alors on retrouve toujours ce nom de Bordas, mais finalement on connaît pas le véritable nom d'Aloysius Chabosso, éventuellement. Enfin bon, ça m'a un peu amusé. Mais en dehors de ça, c'est pas ça, ça c'est un clin d'œil, c'est du détail. Mais vraiment, la description des situations, les expressions des gens, leurs réactions psychologiques, il y a un sens de l'anticipation de ces réactions qui rend les personnages très vivants dans le texte. Et c'est l'occasion de petites plaisanteries. Et ça fonde en fait une bonne partie du désespoir du héros. En réalité, c'est qu'il anticipe toutes ces réactions. Il sait déjà ce que les personnes vont dire. Il sait déjà que ce sera inauthentique. Et au lieu d'en prendre le pli, et par exemple, et c'est le point par contre qui m'a un peu déçu, et par exemple d'essayer de trouver refuge dans l'art ou dans un domaine qui donne de l'espérance, finalement il plonge complètement dans cette espèce de désespoir. Il regarde des émissions stupides à la télé, enfin il ne sort plus, il évite les embouteillages des grandes villes et tout ça, on peut le comprendre. Personnellement, il y a plein d'aspects que j'ai très bien compris chez ce personnage. Je me sentais en totale empathie avec lui pendant quasiment toutes les séquences du livre, mais il manquait quand même cette accroche à un espoir, à quelque chose. C'est ce qui fait aussi la trajectoire du livre. Sans ça, il n'y a pas de livre non plus d'un autre côté. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, le personnage principal raconte qu'un professeur de philosophie avait raconté une histoire qui parle d'une personne âgée qui aimerait pouvoir désirer. Et les étudiants ne comprennent pas. Et moi, en fait, ce désespoir, ça me rappelle simplement une phrase qu'un dentiste m'avait dit, l'un de mes dentistes. Il m'avait dit, oui, il y a des moments dans la vie où on est extrêmement déprimé, mais on trouve toujours quelque chose, que ce soit à travers des œuvres ou quoi que ce soit qui donne un peu d'espoir. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on ne trouve pas dans le livre. Mais comme je vous l'ai dit, donc on trouve ces émissions de télé et tout ça. Et ça, c'est assez marquant parce que
À chaque fois, ce sont soit des émissions qui ont vraiment eu lieu, ou par exemple un article sur un chien qui a vraiment existé, enfin l'article et le chien. Et donc ça ancre vraiment le récit dans le réel, et c'est assez impressionnant de réalisme en fait, et c'est très immergent, même si j'emploie un barbarisme là. C'est pour ça que j'avais un peu, entre guillemets, l'impression de regarder un épisode de Striptease, mais faut peut-être pas trop retenir cette référence-là, parce que Striptease, c'est une émission drôle, la plupart du temps, parce que vous pensez à La Soucoupe et le perroquet, vous pensez au Pays des Merveilles, tout ça. Il y a des épisodes aussi de Striptease qui ont plus une perspective un peu sociologique. Après, vous pouvez toujours le regarder en vous moquant, mais on peut avoir un œil plus sociologue sur certains épisodes, et ici ce serait un petit peu ça. De toute façon, cet œil, c'est celui du personnage principal dans cette première partie. Et pour conclure un petit peu sur tout ce que je viens de dire, sur cette oscillation entre authenticité, faux semblant, désir de s'élever, consommation, je crois avoir compris pourquoi Aloysius avait mis deux phrases totalement opposées en apparence au début du livre. Et en fait, il y a deux citations qui ouvrent le livre. La première, c'est « Sans savoir pourquoi j'aime ce monde où nous venons pour mourir ». Donc c'est un haïku de Natsume Soseki, je ne sais pas comment on prononce, je suis désolé. Et il y a une autre citation qui dit « Ça va pas du tout ma chérie, ah non mais là faut tout changer ». Et là c'est Christina Cordula, donc c'est la mannequin là, qui était dans je sais plus quelle émission où elle relookait les gens. Et je m'étais demandé en ouvrant le livre, tiens c'est curieux cette opposition. Et maintenant que j'ai terminé le livre et que j'ai un petit peu réfléchi, je pense que c'est tout simplement une mise en tension par l'auteur, entre cette aspiration à s'élever d'un côté, mais d'un autre cette nécessité de consommer, auquel le personnage principal il est soumis lui aussi, et ça on le voit dans l'histoire. Pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire à l'instant, et avant de parler du dénouement du livre et de quelques autres détails, j'ai envie de vous lire deux extraits du livre. Le premier qui m'a un petit peu rappelé justement l'aquabonisme, avec cette description satirique du monde du travail, qui m'a bien fait rire. En l'occurrence, ici, dans cette scène, c'est un collègue de Marc, le personnage principal, qui part en retraite. C'est son pot de retraite, en fait, qui se déroule dans l'entreprise. Et vous allez voir, ça part un peu en couille. Derrière son micro, Musella se montrait tendu. Le mouvement de foule auquel il venait d'assister l'avait quelque peu désarçonné. Le visage renfrogné, il bâcla la conclusion de son intervention, remercia une dernière fois Miromon pour son professionnalisme et lui colla le micro entre les mains sous un clapotement d'applaudissements polis. Mich Mich n'ayant rien de particulier à déclarer, si ce n'était un grand merci à tous du fond du cœur, on put enfin passer au cadeau, censé marquer symboliquement l'ultime étape d'une carrière bien remplie. Marc finissait sa 6e coupe lorsque 2 développeurs sortirent de l'annexe où l'on stockait les rames de papier, les bras chargés d'un imposant quadrilatère enveloppé de papier craft qu'ils déposèrent délicatement sur un coin de la table avec des airs de conspirateurs taquins. « Oh oh !» fit Miromon, surjouant la surprise. « C'est pour moi, ça ?» Sur quoi tout le monde applaudit bruyamment en poussant des cris d'allégresse et d'encouragement. Il s'avéra que le disgracieux emballage dissimulait une véritable et monumentale pendule à coucou, fabriquée, ainsi que la tradition le veut, au cœur de la forêt noire. Mich Mich, qui de toute évidence avait rêvé d'autre chose, remercia mécaniquement l'assemblée, l'œil hagard et la moustache en berne. « C'est gentil, il ne fallait pas. » Son hébétude manifeste provoqua l'hilarité de tous, sauf de Musella qui convoqua sur-le-champ une réunion de crise informelle au niveau de la photocopieuse avec Christine, notre maman à tous, et Julien, un développeur aux yeux bleus espiègles. Le directeur commercial était rouge de colère et face à lui, les 2 protagonistes n'en menaient pas large. Le menton de l'assistante de direction tremblotait sans discontinuer, alors que le développeur, plus pugnace, tentait de prendre la parole, ce qui avait pour effet d'énerver encore un peu plus Musella. Une énième coupe à la main, Marc s'approcha du petit groupe. « Ce qui se passe ?» postillonna le numéro 2 en se tournant vers lui. « Tu as vu ce que cet imbécile a acheté à ce pauvre Michel ? Et l'autre idiote, là ?» éructa-t-il en désignant son assistante proche de la syncope, qui a laissé faire. « On avait dit une télé à bord incurvé, bordel, et vous vous ramenez avec cette... » « Julien m'a assuré que Mich Mich avait changé d'avis, » répondit Christine en chevrotant. Marc en avait assez entendu. Il retourna au buffet afin de remplacer sa coupe vide par une pleine. Au-delà de la stupidité de la démarche, il trouvait la plaisanterie particulièrement cruelle.
En imaginant Mich assis seul dans son canapé, au milieu de ce qui lui servait de salon, les yeux rivés sur cette repoussante pendule occupant son temps à marteler avec une impitoyable régularité chaque seconde qui le rapprochait un peu plus de l'anéantissement, il se mit à pleurer, et de grosses larmes dévalèrent bientôt ses joues, semblables à celles des enfants lorsqu'ils apprennent au détour d'une conversation d'adultes l'existence de la mort ou l'inexistence du Père Noël. Ainsi, malgré les différences d'âge et de statut social qui les séparaient, Michel et Marc étaient confrontés au même combat absurde et sans issue. Il était à parier que le désormais ancien comptable de Soldissimo ne saurait trouver, lui non plus, le courage de se supprimer. Le pauvre bougre persisterait jusqu'à l'épuisement total de ses ressources vitales à encoller ses puzzles, épiés sans relâche par le sarcastique coucou bavarois. Dieu merci, personne n'avait jamais osé imposer à Marc la présence d'un tel instrument de torture au sein de son foyer. C'était cependant oublier un peu vite Maxou qui, en matière de supplice, pouvait supporter la comparaison avec la pendule, lui qui occupait son temps de veille à observer son maître d'un œil subjugué, comme s'il avait affaire à une aberration organique, un agglomérat de cellules en détresse tout juste bon à lui fournir sa ration de croquettes quotidiennes. Voilà, donc ici pour les personnes qui auraient vu la vidéo sur l'aquabonisme, je trouve qu'il y a un petit peu une réminiscence du ton qu'on pouvait trouver dans ce livre-là. On en trouve ici et là dans le livre, hein. Il y a des phrases vraiment amusantes, vous les voyez défiler là en dessous de l'écran. J'en ai pioché quelques-unes, hein. Il y en a évidemment, c'est un livre quand même amusant, mais avec ce fond de désespoir comme je l'ai dit. Et sinon il y avait une autre scène que j'avais envie de vous partager, parce qu'à un peu plus de la moitié du roman, il y a quand même un tournant qui surgit au milieu de ces différents tiroirs, hein, que le personnage ouvre en essayant de deviner qui est l'amant de sa femme. Hein. Et ce tournant, il passe en fait par une lettre d'amour qu'il va découvrir grâce à un atelier d'écriture auquel sa femme a participé, dans lequel on lui demandait d'écrire une lettre d'amour. Donc ici, je vais vous lire l'extrait où il parle avec la personne, l'ami entre guillemets, qui a initié sa femme à tout ça. Un jour, en fin d'après-midi, alors qu'il se rendait à la supérette en empruntant un chemin bordé de hautes haies qui coupaient à travers les habitations, il tomba nez à nez avec Christine. Il ne l'avait pas vue depuis l'enterrement où elle s'était distinguée avec son discours inepte à base de « il est des êtres ». Lorsqu'après quelques hésitations, elle parvint à l'identifier, elle ne put retenir un léger mouvement de recul somme toute bien compréhensible. Avec sa pilosité extravagante et son impair enfilé à la hâte par-dessus un pyjama douteux, Marc ressemblait plus à une version urbaine de Robinson Crusoe qu'aux cadres impeccables polos Lacoste qu'elle avait naguère côtoyés. Une fois la surprise passée, le naturel reprenant le dessus, elle le bombarda de questions indiscrètes et d'injonctions déplacées en adoptant un ton géniard de garde-malade, tandis que dans son regard se reflétait un curieux cocktail composé d'effarement, de pitié et de culpabilité. « On est passé de voir plein de fois, pourquoi n'as-tu jamais ouvert ta porte? On a fini par croire que tu étais parti. Ça ne va pas fort, c'est ça? Marc, tu ne peux pas rester comme ça. Pour commencer à aller mieux, tu dois d'abord te respecter toi-même. Va chez le docteur, rase-toi. » Marc hochait la tête en lâchant de temps à autre un grognement qui pouvait, si l'on n'était pas regardant, passer pour de l'acquiescement. Quel destin farceur avait placé cette conne sur son chemin alors qu'elle n'avait rien à y faire? Elle donna elle-même la réponse. Sa séance de creative writing venait de s'achever et l'atelier se trouvait à 2 pas, dans le sous-sol du pavillon de Marianne Berthaud. Du reste, Marc devait forcément s'en souvenir, il s'agissait de la personne que Maxou avait mordu au mollet lors de la réception post-enterrement. Une femme vraiment géniale, poursuivit Christine, titulaire d'une licence de lettres modernes et par ailleurs diplômée de l'École internationale de psychothérapie en énergie quantique. Autant dire qu'elle connaissait son affaire. À ce propos, une idée venait à l'instant de traverser l'esprit toujours en ébullition de Christine. Pourquoi Marc ne se joindrait-il pas à leur petit groupe pour une séance d'essai? Il était sans doute bien loin de soupçonner les nombreux bienfaits de l'écriture sur la psyché humaine. Marc se demanda si l'insistance dont elle faisait preuve n'était pas motivée par la perspective d'une ristourne accordée aux membres qui amenait une nouvelle recrue. Vu la situation financière du couple, elle n'était pourtant pas à une poignée d'euros près. Cela dit, l'hypothèse n'était pas inconcevable. La question de l'argent conduisait parfois certaines personnes à adopter des conduites parfaitement irrationnelles. Quoi qu'il en fût, Marc n'avait aucune envie de passer des après-midi dans un sous-sol avec un tas de névrosés à plancher sur des textes à base de « il est des êtres ». Aussi déclina-t-il l'offre. Christine, loin de s'avouer vaincue, sortit alors l'argument ultime, présenté néanmoins avec d'infinies précautions. Il fallait qu'elle lui confie quelque chose. Après avoir, dans un premier temps, rejeté l'idée,
Sylvie s'était rendue, par simple curiosité, à l'essai gratuit. Et elle avait adoré. Bien sûr, elle s'était bien gardée d'informer Marc de son inscription à l'atelier, de crainte qu'il n'en fasse un sujet de plaisanterie. N'empêche, elle était rapidement devenue l'élément le plus assidu et probablement le plus productif du petit groupe. L'écriture lui avait de toute évidence permis d'externaliser son moi profond en libérant sa parole intime. Le résultat avait été spectaculaire. C'était comme si elle s'était ouverte à la vie, comme une fleur éclose au doux soleil du printemps. Marc ne se souvenait pas d'avoir remarqué, les mois qui avaient précédé sa mort, de changements notables dans le comportement de sa femme, du moins pour ce qui était de l'ouverture à la vie. À moins que cette transfiguration n'ait tout bêtement coïncidé avec le début de son aventure extra-conjugale. Et ce que Christine attribuait un peu rapidement aux capacités libératrices de l'écriture ne relevait finalement que du pouvoir nettement plus prosaïque, mais assurément plus efficient, de la b***. Une chose était sûre, quelle qu'en fût l'origine, cette soi-disant métamorphose inespérée ne l'avait pas dispensé de tomber comme une conne de sa falaise. Bon, c'est pas le moment du livre, vous avez compris, où il parle de façon la plus amoureuse de sa femme. De toute façon, il en dit rarement énormément de bien puisqu'il s'estime trahi, trompé et que sa vie est tombée en morceaux. Donc on peut comprendre, il a vraiment beaucoup de ressentiments et donc c'est bien de pouvoir montrer un extrait pour vous montrer un peu le ton qu'il peut adopter. J'ai pas dit encore un mot d'une chose parce que la dernière fois dans le livre d'Aloysius Chaboseau dans l'aquabonisme, j'avais relevé quelques fautes d'orthographe, j'en avais relevé aussi dans d'autres livres. Mais bon, c'est de l'auto-édition, on n'est pas relu, enfin il n'est pas relu en l'occurrence. Et j'ai trouvé quelques erreurs dans le livre, mais ici, je me demande s'il en a pas fait une d'un peu d'un autre ordre, puisque normalement dans sa composition, dans la composition de sa lettre à l'atelier de l'écriture, Sylvie normalement devait mettre le mot kilomètre, et il semblerait qu'à la place du mot kilomètre, il ait mis le mot abîme. Je vais vous mettre le petit extrait. Mais j'avais simplement envie de parler de ça maintenant, comme ça j'évacue le sujet qui n'est pas le plus important de l'orthographe et des petites erreurs. Bon, étant donné que j'ai dit un peu l'essentiel de ce que je pouvais dire sans spoiler sur ce livre, je vais quand même toucher un mot de la deuxième partie parce que ce livre n'est pas non plus sans note d'espoir et sans poésie. Et c'est ce qu'on trouve bizarrement dans la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on bascule suite à une péripétie dont je ne vais pas vous donner les tenants et aboutissants. Tout à coup, le ton, on va dire même général du livre change un peu. Moi, j'ai eu l'impression que tout à coup, le personnage tombait dans un monde fantasmé. J'avais presque l'impression qu'il allait y avoir une espèce de mise en abîme finale où on aurait appris qu'il avait vécu une sorte de rêve, ou enfin, pas quelque chose d'aussi bateau, mais dans cette deuxième partie du livre, on se demande un peu si sa recherche de l'amant de sa femme, plutôt qu'à une vengeance définitive, va pas lui amener une rédemption, ou si elle va lui amener les deux. Est-ce que ça arrive vraiment? Est-ce que c'est aussi beau que ça en a l'air? Mais je vais vous laisser le découvrir. J'ai pas envie de spoiler ce moment du livre, mais c'est quand même une grosse partie du livre. C'est la deuxième moitié, la deuxième partie, peut-être le dernier tiers en réalité, mais je pense que c'est à peu près le dernier tiers du livre. Et pour dire un mot du dénouement, parce que c'est quand même ce qui fait qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas un livre, et c'est ce qui me laisse une petite note amère malheureusement dans la bouche. J'ai adoré parcourir le livre d'une façon un peu étrange, un peu voyeuse, et curieux de noter les réflexions du personnage et de découvrir ses réactions aux actions des autres et sa petite enquête pour trouver l'amant, quelle serait sa vengeance. Tout ça, ça m'a tenu en haleine. Mais il y a une toute petite note amère à la fin parce que le roman part sur une fin que je trouve assez émouvante, assez touchante et qui clôt bien la boucle qu'elle a formée depuis le début. Mais malheureusement, bon, j'ai un petit bémol, c'est que la dernière page finit sur une sorte de pirouette qui m'a pas totalement convaincu. Et j'ai quand même autre chose à dire, c'est que à titre personnel, je m'étais douté du dénouement de certains mystères, mais pas tous, vraiment pas tous. Et la fin m'a à la fois amusé, puis touché et un tout petit peu déçu. Vous en ferez ce que vous voulez, si le sujet vous intrigue et si des choses que je vous ai évoquées vous parlent, n'hésitez pas. Faut juste savoir que c'est pas un roman feel-good, j'allais dire à lire sur la plage, mais vous pouvez très bien lire une farce macabre sur la plage aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être complètement dans le cliché. Bref, vous en ferez ce que vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'aquabonisme. Et je vous dis à très bientôt.